Bonjour, merci à Laurent de nous avoir donné la possibilité de parler d'une exposition sur laquelle on a beaucoup travaillé au muséum. Beaucoup de gens ont été responsabilisés sur ce projet. Donc c'est un projet qui reprend pas mal de choses qu'on a dit depuis ce matin. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de ce fameux mot-clé de valorisation, notamment ce qui sous-entend de travailler notamment avec des compagnies privées, et notamment ici de parler, mais de rester dans un domaine culturel, académique, en parlant de géodiversité, un mot qui a beaucoup manqué ce matin. On a encore vu peut-être trop souvent nature égale biodiversité. Et notamment au niveau du patrimoine, à l'heure actuelle, on voit très bien émerger au niveau du ministère la nécessité d'inclure maintenant beaucoup plus le géopatrimoine dans la notion globale de patrimoine. Parce qu'on a des gens qui nous regardent à ce niveau-là, j'en dirais un, le BRGM par exemple, et c'est très en avance, c'est très avancé dans les pays anglo-saxons, mais au muséum on est très en retard. Donc il y a des choses qui se font, Patrick de Wever par exemple travaille beaucoup dessus, mais maintenant se pose la question de la pérennité de toutes ces choses. Et donc dans cette exposition, on n'a pas voulu, moi j'ai surtout pas voulu que les minéraux soient une fois de plus les pis-aller de la superbe joaillerie ou si vous voulez les faire valoir de la haute joaillerie, de montrer des cailloux pris au hasard. Il y avait une très belle aigle marine des monts Erongo en Namibie. Mais je voulais qu'on raconte vraiment une histoire naturelle, une histoire historique, une histoire géologique, en évitant des mots un peu trop compliqués. Alors on a tout de suite travaillé dans la conception de l'exposition sur une frise de la formation de la Terre, en épisode relativement simplifié. On parlait de sa formation il y a environ 4 milliards 6 jusqu'à l'état actuel, avec un You Are Here à Singapour, donc qui permettait aux gens de se situer, et sur lequel il y avait des repères par rapport à la biodiversité bien connue, ou la grande histoire de la Terre, sur les glaciations, les dinosaures, les météorites, l'apparition de la vie, mais en dessous il y avait une frise sur l'apparition des gemmes, et en disant, la formation des gemmes, pardon, et en disant il n'y a pas qu'un seul type de diamant, il y a des diamants qui sont arrivés à plusieurs étapes, et tout ça est conditionné par différentes époques géologiques bien particulières, bien identifiées, et d'ailleurs dans les 4 grandes gemmes qui étaient étudiées dans l'exposition, qui étaient mises en avant, il y avait des doubles vitrines, justement pour accentuer sur la grande diversité de ce que c'est qu'une émeraude, de ce que c'est qu'un rubis, de ce que c'est qu'un diamant ou ce que c'est qu'un saphir. Donc on a passé beaucoup de temps à expliquer ce genre de concept-là, et après on avait un concept qui expliquait 7 grands mécanismes qu'on avait choisis, parce que 7, on aurait pu en prendre que 4, on aurait pu en prendre 32, c'est simplement que c'est un nombre facile à retenir, et il y avait un des premiers mécanismes qu'on a retenu, qui était la pression, et grâce à la pression, il y a un certain type de minéraux qui arrivent, comme diamant, péridot, l'autre nom on a choisi le nom de péridot parce qu'olivine, les joailliers ne comprennent pas trop. Après, on utilisait la notion de température, avec notamment les cristaux. Ce qui n'était pas dit ici, c'était la notion de magmatisme, qui reprend de la pression, bien sûr, mais on va dire que la notion de température est vraiment aussi majeure. Après, on parlait de transport. Le gros mot qui n'était pas dit, c'était hydrothermalisme, puisqu'on s'était un peu interdit d'utiliser des mots trop compliqués. Alors on parlait d'aigle marine, topaz, d'or et des émeraudes, par exemple, des émeraudes magmatiques, dans ce cas-là, notamment les émeraudes de Zambie, de Karol. Et après, dans la partie eau, donc c'est encore des gemmes qui se forment par circulation d'eau, mais à beaucoup plus basse température. Il y avait par exemple les émeraudes de Colombie, qui elles sont formées dans des conditions radicalement différentes des émeraudes de Zambie. Donc ça pouvait essayer de faire dire aux gens que voilà, une gemme, c'est pas une histoire simple, c'est une histoire qui est un peu compliquée dans certains cas. Et ça, c'était, je pense, la grande nouveauté. Et on parlait d'améthyste, d'opale, de calcédoine, formés par l'eau. Après, on passait à l'oxygène, tous ces minéraux formés grâce à l'oxydation des minéraux dits primaires. Et puis après, on avait un sixième mécanisme, qui est le mécanisme de la vie, donc qui est à la fois créateur d'oxygène, dans un premier temps, mais aussi qui a permis à pas mal de biominéraux de se former. Là, c'était l'autre gros mot qui n'était pas dit,
donc avec cale, perles, coraux, bois. Et après, on terminait par le réenfouissement, donc le gros mot qui n'est pas dit ici, c'est subduction et métamorphisme. Et on avait toute cette série de gemmes pour terminer, ça tombait bien. On en a une grande liste, hein, elle est assez impressionnante. Rubis, saphir, jade. Et par exemple, pour rubis et saphir, ben, on déclinait sur différents thèmes, soit des thèmes de couleur, pour le saphir, c'est-à-dire saphir bleu versus saphir d'autres couleurs. Pour les rubis d'un patrimoine, d'un terroir particulier qui est le terroir de Birmanie, à Mogok, versus le rubis du reste du monde, pareil, où on a des clivages géologiques assez marqués. Et après, c'était la sortie de l'exposition. Alors, on avait la chance d'avoir le musée de Singapour, qui est une structure circulaire, qui nous a ici initié cette idée, enfin qui m'a donné l'idée de ce cycle géodynamique, c'est l'autre grand mot qui n'est pas dit dans l'exposition. On a eu une très belle scénographie de cabinet Join Mankou, et par exemple, vous voyez la première alcôve qui expliquait les origines de la Terre, avec des échantillons qui viennent juste de rentrer en collection, mais qui sont parmi les plus vieilles roches de la Terre, qui nous manquaient cruellement dans les collections. On a réussi à les avoir, des roches à 4 milliards. Il y avait le grand cristal géant dit de Napoléon, et puis juste à côté, dans la suite, il y avait toute une série de vitrines, vous voyez, très design, avec Kate Blanchett, qui était la marraine de l'expo au milieu, qui montrait toute une série de beaux bijoux qui illustraient ces thèmes-là de Van Cleef. Alors après, il va y avoir pour l'alcôve sur le premier mécanisme, après cette introduction sur la formation de la Terre, là ça va faire un peu catalogue, je vais vous montrer surtout des belles images, notamment je vous montre par exemple la vitrine sur les péridots, olivine pour nous plutôt, où moi j'ai voulu pas vraiment montrer une olivine brute et moche, et avec un superbe bijou de péridot à côté, parce que Cartier a fait ce genre d'expo, Chaumet a fait ce genre d'expo. Nous, on voulait montrer des roches, déjà, donc des vrais péridotites, et notamment ce qu'on appelait avant des pegmatites de péridotite, hein, qui était le nom qui avait été choisi là, par la Croix pour les grandes péridotites qui viennent d'Égypte, dans lesquelles il y a des très grands cristogèmes. Après, au-dessus, je vais... Donc voilà les deux péridotites pour montrer le minéral dans sa roche, deux cristaux isolés de très belle taille, là une olivine incolore, c'est-à-dire une forcérite quasiment pure, justement pour montrer que le péridot en réalité c'est souvent vert, mais d'un point de vue nous, minéralogistes, ça peut être incolore, donc c'est pour ça que je l'appelais de temps en temps, c'est un fancy peridot. Ça c'est une vanne de gémologue, hein, parce que fancy ça veut dire en général quelque chose de couleur, et là dans ce cas-là on pouvait parler de la fancy péridote. Là il y a les vrais péridots taillés de la collection A8, des superbes pièces historiques, et au-dessus il y avait un petit bijou de chez Van Cleef & Arpels qui montrait un arbre avec un feuillage en péridot et une petite balançoire. C'était un petit bijou qui ne montrait pas forcément des pièces extraordinaires, mais qui était plus là pour montrer un savoir-faire. Et pareil, en minéraux, on n'a pas voulu montrer les plus beaux cristaux de péridot du monde. Ce matin, on avait parlé, j'ai bien aimé, remarqué versus remarquable. Là, moi, je voulais plutôt présenter des minéraux qui étaient des sortes de livres ouverts qui permettaient aux gens de s'y retrouver. Alors, on a eu plein de vitrines de gemmes, on a eu 36 comme ça, avec cette gradation depuis la géologie profonde, on va dire, la gemme dans son contexte, et en se rapprochant de plus en plus vers la gemme. Alors toute la partie 3/4 inférieure était la partie muséum, puis au-dessus il y avait la partie Van Cleef qu'on retrouvait par ailleurs. Vous voyez les vitrines ici en forme de grand hexagone qui rappelaient soit un grand cristal d'Aignarine, soit des orgues de basalte. C'était une très belle scéno. Et en opposé de ça, vous aviez des grandes vitrines très modernes dans lesquelles il y avait toute une série de bijoux sur des thèmes particuliers que Van Cleef avait choisi pour illustrer ça. Pour illustrer ce thème. Alors après, c'est une autre alcôve, vous voyez, on trouve, là la pièce est beaucoup plus grande, il y avait 3 vitrines de minéralogie, ici, il y en avait une sur le quartz tout simple, les quartz de couleur, puis après une de tourmaline, que vous voyez ici, et là, il y avait toujours un travail secondaire d'information. Au niveau des tourmalines, vous retrouvez cette gradation, le cristal sur gangue, cristaux isolés, et puis cristaux taillés, puis après les bijoux, mais là on parlait en plus de la couleur. On parlait qu'un minéral pouvait avoir différentes couleurs, et donc on rentrait sur les processus de cristallisation avec les impuretés qui colorent, etc. Voilà.
Après, on avait le thème à lui et l'histoire de la gémologie, puisqu'on ne sait pas assez que le muséum est le lieu où la cristallographie et la minéralogie moderne sont nées, mais aussi la gémologie moderne, et comment tous ces modèles de cristaux ont permis d'identifier des gemmes qu'on connaît encore à l'heure actuelle, qui sont dans les collections, les gemmes de la collection René Justaguy, donc du début 19e. Et donc on avait ce discours un peu très didactique. Donc c'était toute une zone ici sur les gemmes en général, depuis l'histoire du précieux, jusqu'à la considération moderne de ce que c'est le précieux, parce que maintenant, avant, on considérait qu'il y avait 9 pierres précieuses, récemment, il n'y en avait plus que 4, c'est celle que je disais tout à l'heure, diamant, saphir, rubis, émeraude, puis maintenant, on considère qu'il n'y en a plus du tout. On met un peu tout au même niveau, et notamment, ici, vous avez la vitrine des topazes, pareil, topaz sur gang, et on remontait vers le bijou. Pour illustrer cette fois-ci le transport. Après, dans l'eau, là, vous avez 3 vitrines ensemble qu'on a pu mettre l'une à côté de l'autre. Améthyste, avec une partie des joyaux de la couronne, des améthystes de l'impératrice Marie-Louise, qui ne sont pas en exposition ici à Trésor de la Terre. Donc on ne voulait pas déshabiller Paul, Trésor de la Terre, pour habiller Jacques à Singapour. Donc on a réussi à trouver des choses très intéressantes dans les collections. Il fallait les regarder peut-être avec un autre œil. Encore une fois, pas forcément le hyper remarquable, le hyper hype, mais des choses vraiment intéressantes qui ont une histoire à raconter. Des opales, ici, ça a beaucoup impressionné Kate Blanchett, qui est elle-même australienne, et elle est restée pas mal de temps, et on a notamment une très belle opale qui est blanche, de quasiment 200 carats, qui n'est pas présentée en collection, donc là c'était l'occasion de la célébrer. Et puis une vitrine sur les émeraudes de Colombie, en présentant bien les roches dans lesquelles l'émeraude se forme dans ce cas-là, puis un petit bijou dit muguet, qui était très en rapport avec les échantillons, parce qu'il était composé d'émeraudes, de diamants blancs, de diamants jaunes, le tout sur platine. Et effectivement, les émeraudes de Colombie, en tout cas dans certaines mines, notamment sur le rebord est de la Cordillère, Chivor, Guachala et compagnie, on trouve l'émeraude sur effectivement de la calcite blanche avec beaucoup de pyrite. Donc on retrouvait des logiques de couleurs dans l'exposition. Alors après, pour l'oxygène, on avait que, c'était peut-être un peu plus vide, on n'avait que deux vitrines, turquoise et malachite, qui sont 2 minéraux de cuivre, comme on dit secondaires, formés par oxydation, et on retrouve toujours cette unité avec ces grands fils, ces éclairages azimutaux qui arrivaient sur les vitrines. Mais par rapport à tout à l'heure, vous voyez qu'on passe sur une scénographie beaucoup plus en hauteur, où le plafond s'éloigne de plus en plus. Au début, on était vraiment dans une sorte plutôt de grotte, que maintenant les perspectives augmentent. Et puis pour la vie, alors c'est peut-être un peu difficile de voir, on manque un peu de luminosité avec le rétroprojecteur, mais il y avait toute une série de vitrines, et ça c'était vraiment très beau. Il y avait une vitrine de papillons, une vitrine de papillons ici, en joaillerie bien sûr, une vitrine de petits animaux en tout genre, et puis nous on avait fait, merci beaucoup, on avait fait une vitrine par exemple de perles, on montrait notamment une perle de Pinctada mazatlanica, qui est l'une des perles les plus recherchées à l'heure actuelle. On en a un échantillon de taille énorme, et notamment une petite perle ici, parce que cette expo nous a permis de caractériser des choses qu'on ne connaissait pas bien dans les collections. Et ça, c'est une perle, la perle du statuteur, et on a retrouvé donc bien toute son origine et tous les documents, notamment de la saisie des armées révolutionnaires du cabinet du statuteur, qui était aux Pays-Bas, donc pendant la Révolution. Et heureusement, cette perle n'a pas été restituée lors de la défaite de 1815. Donc on a pu comprendre pas mal de choses au niveau de ces échantillons-là. Donc valorisation des collections grâce à une exposition. Et puis après, dans enfouissement, là on avait une sorte de grande feu d'artifice terminal avec des lapis lazuli, des rubis, des saphirs, des jades, notamment des jades jadéites, avec une focalisation sur des jades chinois, puisqu'on était à Singapour. Et le tout était mis dans une très belle alcôve avec une sorte de pluie d'étoiles très stylisée qui descendait du plafond, et des grandes vitrines avec les pièces iconiques de la maison Van Cleef, la couronne de Faradiba, la broche de Maria Callas, et j'en passe, des pièces qu'ils ont rachetées eux pour leur collection patrimoniale. Donc, j'ai oublié de vous dire quelque chose. Alors on est très très content parce que cette exposition a reçu
une belle couverture médiatique. Cette exposition vient de recevoir le prix de la meilleure expo 2016, donc au l'Interior Design. Alors elle a été attribuée surtout à Joanne Mancou, le cabinet qui a fait la scénographie, mais je pense que l'apport du muséum était assez crucial dans une vision un peu nouvelle et sur lequel on ne disait pas de gros mots, mais on ne sacrifiait pas sur le contenu. Merci.